Bonjour à tous. Alors je vois qu'on a encore perdu quelques participants là pendant le déjeuner. Oui, on est en train de les appeler. Oui, excuse-moi. Comme ça va. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous n'allez pas vous endormir en digestion de votre déjeuner, mais ne vous inquiétez pas puisque nos intervenants ont la pêche et, et vont vous distraire aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric, qui est donc le directeur de la stratégie de l'innovation à la Société Générale. Il s'est occupé du rachat de Shine l'année dernière. Il est aujourd'hui administrateur de Shine. Ensuite, nous avons Thomas, qui est le fondateur de Basic On, je prononce très bien, qui a été créé en 2019 et qui propose une plateforme front-to-back de gestion de financement. Ensuite, nous avons Romain, qui est directeur du développement commercial chez Onfido, créé en 2012 à Londres et depuis 2019 à Paris, qui propose une solution de KYC pour les entreprises. Et dernièrement, donc nous avons Pierre, qui est le CEO de Genji, qui a été créé en 2015, qui propose une solution de gestion des dépenses professionnelles. Merci beaucoup, messieurs, d'être là pour notre table ronde autour des néobanques professionnelles et entreprises. Le titre exactement, c'est à l'assaut du marché des entreprises. Voilà. On a aujourd'hui en France une dizaine de néobanques pour les pros et les entreprises qui sont vraiment spécialisées sur ce marché-là. Il y en a quelques nouveaux d'ailleurs qui sont arrivés cette année. On estime chez KPMG qu'il y a environ 400 à 500 000 clients aujourd'hui de ces néobanques. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, notamment sur cette dernière année qui a été un peu compliquée pour tous. Ce segment a été longuement délaissé par les banques traditionnelles et pourtant on a un PNB quand même potentiel sur ce marché des pros et des PME qui est globalement entre 1 et 4 fois le PNB d'un particulier. Donc les banques traditionnelles les ont un peu délaissées, mais il y en a certains qui ont fait leur affaire de ce segment, et notamment les néobanques pour les professionnels. Je vais vous laisser parler, messieurs, et que vous nous disiez pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'être sur ce marché et qu'est-ce qui fait le succès des néobanques pour les professionnels et entreprises. Pardon. Qui veut commencer? Est-ce que Cédric, tu veux prendre la parole? Écoute, Marine, j'ai le 2, je ne sais pas si... Ah oui, c'est bon, il est allumé. Alors, ce que tu disais est tout à fait vrai. Je crois qu'il y a deux grosses tendances. La première tendance, c'est qu'on a la volonté de présenter une nouvelle offre qu'on ne présentait pas. Et la deuxième tendance, c'est que tu as un nouveau marché qui est apparu. Alors, je vais détailler les deux choses très rapidement. La raison pour laquelle, par exemple, Société Générale a racheté Shine, c'est qu'on adressait très très mal par nos agences et par notre mode relationnel avec des conseillers, des personnes soit professionnels, donc des indépendants, des consultants, soit des toutes petites TPE qui avaient des besoins bancaires assez simples, pas nécessairement besoin de crédit immédiatement, plutôt du crédit à terme, mais des besoins bancaires qui devaient être adressés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris pour l'ouverture de compte. Nous, on est très très impressionnés chez Shine sur les heures d'ouverture de compte. C'est-à-dire qu'on va avoir des comptes qui vont s'ouvrir à 22 heures, on va avoir des comptes qui vont s'ouvrir le dimanche après-midi. Nos agences sont fermées et je vous avoue qu'on aurait peut-être un peu de mal à les ouvrir à ces heures-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est de présenter, en fait, il n'y a pas une opposition entre Shine et Société Générale, il n'y a pas une opposition entre les néobanques pro et les banques traditionnelles, il y a une complémentarité. Ça adresse deux offres qui sont de nature différente, exactement comme on a connu au sein du groupe Boursorama, qui est une offre extrêmement complémentaire de ce qu'est Société Générale. Le deuxième sujet, c'est un marché qui est né. Et ce marché, il est né à la fois sur le développement des indépendants. Vous avez, on raconte souvent que des étudiants en informatique préfèrent plutôt faire du développement de façon indépendante plutôt que d'aller se mettre dans une entreprise. C'est vrai, mais il y a d'autres choses. Il y a de plus en plus de professions indépendantes. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire les livreurs des livres, les choses comme ça. Et très honnêtement, on avait une offre qui n'était pas du tout adaptée à leurs besoins, offre bancaire pas du tout adaptée à leurs besoins. Et en revanche, avec Shine, on arrive à adresser cette clientèle-là de façon tout à fait rentable, y compris avec une maîtrise du risque qui est intéressante.
et à un prix, à un tarif qui est compatible avec ce qu'ils cherchent. Donc voilà, si vous voulez, pour moi, les deux raisons pour lesquelles les néobanques arrivent à l'assaut du marché, c'est une évolution de la nature des besoins et une évolution de la nature du marché, tout du moins vers le bas de marché. Moi, je vais apporter un petit complément. Je trouve ça extrêmement intéressant ce que dit Cédric, mais il faut également peut-être aussi rajouter l'aspect contexte, notamment l'année dernière, on l'a vu avec la crise du Covid, il y a aussi pas mal de gens qui ont décidé de lancer leur propre activité en tant qu'indépendants. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire une reconversion, et puis également le contexte a amené des nouveaux comportements, des gens qui voulaient rentrer plus dans une digitalisation. Cédric le disait très bien, c'est vrai que quand vous voulez ouvrir un compte en banque, malheureusement vous êtes coincé chez vous et que votre banque est fermée à des horaires qui ne vous conviennent pas forcément, eh bien, il y a aussi une possibilité à travers ces nouveaux entrants qui sont plutôt dans une digitalisation d'aller de pouvoir permettre une ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors après, il se pose la question de comment on peut accéder et répondre à des obligations réglementaires quand on doit vérifier, par exemple, l'identité d'une personne. Là, si je fais le rebond sur ma paroisse, c'est vrai que nous, on a ici facilité l'entrée en relation à distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que le marché tend à une simplification, mais également qui s'adapte par rapport à un contexte sociétal et accessoirement sanitaire. Pour vous donner juste quelques chiffres sur cette évolution dont vous parlez, on estime là sur 2020 une augmentation de 50% de la création d'entreprises, d'auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que de gens qui sont à leur propre compte. Donc c'est vraiment une tendance qui a été très très forte sur ces derniers mois, effectivement. Oui, alors est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Bon, pas très grave. Hop. Oui, effectivement, donc je pense qu'il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est que c'est une population, donc si on parle spécifiquement par exemple des auto-entrepreneurs, des BIC, des BNC, etc., de façon un peu générale, il y a une chose assez intéressante, c'est que pour beaucoup, ils cherchent effectivement une banque au sens assez finalement solution du terme, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver à faire une pré-compta qui est la plus quasiment possible, la plus automatique possible, et donc d'avoir le moins de temps possible pour avoir les problématiques classiques d'export avec leur cabinet comptable, etc., etc. Ce qui est assez intéressant parce que finalement ça apporte un shift entre des acteurs qui vont avoir un product marketing qui va se rapprocher des codes bancaires et des acteurs qui vont arriver d'un point de vue finalement comptable ou pré-comptable. Donc c'est tous les acteurs par exemple qu'on voit qui sont dans le milieu plutôt expertise comptable, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un espèce de mouvement qui va être intéressant à voir pour savoir qui va gagner finalement, en tout cas comment le marché va se décanter sur ce type de segment. Et effectivement, on le voit d'un côté alors néobanques, hein, que le terme plaise ou pas, qui vont apporter tout ce qui va être, je sais pas, gestion de la facturation, gestion de l'encaissement, toute la partie évidemment, si je prends ma paroisse aussi, donc toute la partie cash out, c'est-à-dire la dépense professionnelle, les factures à payer, etc., et les notes de frais. Mais effectivement, d'arriver à des services qui finalement sont de moins en moins un achat d'une banque, donc si je trivialise, d'un wallet et d'une carte, mais d'une espèce de solution qui va vous permettre d'être efficace, d'aller plus vite et de surtout d'y passer moins de temps. Alors moi, pour le coup, je suis positionné dans le financement, donc c'est encore autre chose, hein, et je me disais aussi qu'il faudrait que les néobanques montent dans la chaîne de valeur en ayant des clients qui ne soient pas juste effectivement des livreurs Deliveroo ou des gens qui créent des startups, comme je l'ai fait il y a quelques années maintenant, en passant par une néobanque, donc je suis passé par là, et je pense qu'il devait être tard effectivement quand je l'ai fait. Mais justement la question c'est à quel moment ces néobanques peuvent aussi adresser des clients de taille plus conséquente. Enfin, moi aujourd'hui on a quand même beaucoup d'employés, enfin pas autant qu'on voudrait bien entendu, mais ça grossit, et on reste quand même dans la néobanque parce que la vérité c'est que on y est bien, et que ça se passe bien, et que c'est très fluide, et que c'est très digital. Donc ça c'est pas mal. Mais la question c'est qu'est-ce qui va faire que j'en prendrai une plutôt qu'une autre? Et moi il me semble que il faut que ça passe par des offres plus structurées, plus complexes que juste le fait que la gestion des notes de frais soit prise en charge. D'ailleurs chez moi elle n'est pas prise par la banque en l'occurrence. Mais en tout cas c'est des sujets qui sont très importants pour nous, start-upers, mais on peut y ajouter des choses plus financières, le financement, soit de nous-mêmes, soit éventuellement aussi de nos clients, de nos ventes. Et là, je pense effectivement à des sujets qui se rapprochent
de la location longue durée, du leasing. Voilà. Et ça, je pense que si une néobanque aujourd'hui veut monter dans la chaîne de valeur, il faut qu'elle arrive à proposer ce type de packaging à ses clients. Je peux peut-être rebondir, tu as tout à fait raison Thomas. Et d'ailleurs, bon, qu'est-ce qu'on voit au sein de Shine? C'est assez étonnant. On voit une évolution qui est quasi identique à celle qu'on a vue il y a une dizaine d'années au sein de Boursorama. C'est-à-dire que Boursorama a d'abord été vu comme une banque low cost. Et puis quand on regarde qui sont les clients de Boursorama, il y a des clients qui sont des clients normaux, et puis vous avez des clients qu'on appelle nous dans le monde bancaire des clients patrimoniaux. Et quand vous avez, on va parler de quelques dizaines à quelques centaines, enfin plusieurs dizaines à quelques centaines de milliers d'euros à placer en tant qu'indépendant, en tant que particulier, il y a deux solutions. Vous allez voir une banque privée parce que vous ne savez pas comment faire. Et puis l'autre solution, si vous savez comment faire, si vous savez quels investissements faire, bah vous allez chez Boursorama et vous allez gérer ça vous-même. Ce qu'on connaît chez Shine, l'évolution est absolument identique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de entre guillemets, petits clients, sans que ce terme petit soit négatif, hein, parce que c'est aussi le fait que nous, on sache adresser avec un bon modèle économique ces petits clients, entre guillemets. Mais vous avez aussi, et Thomas, je rebondis sur ce que tu dis, des sociétés qui sont plus grandes, mais qui vont utiliser ce type de banque, ce type de néobanque, parce qu'elles n'ont pas besoin de conseils, elles n'ont pas besoin d'accompagnement dans la fonction bancaire. Et donc, elles souhaitent avoir à la fois l'autonomie et la disponibilité dont elles ont besoin par leur maîtrise des systèmes bancaires. Et ça suppose effectivement qu'on rajoute des solutions annexes de gestion des frais, des solutions de crédit. Bon, Shine a lancé le crédit, était la première néobanque en France, première de banque pro, à lancer le crédit au mois de mai. On aura d'autres offres de crédit qui vont s'ajouter à celles qui sont déjà présentes, parce que l'idée, c'est aussi d'adresser, la quantité de clients est importante, c'est aussi d'adresser les différentes typologies de clients avec des offres de nature différente, en enrichissant au travers de partenariats comme on l'a fait. Donc là, vous avez effectivement parlé du point d'entrée des néobanques pro, qui a été au départ vraiment l'entrepreneur, le petit pro, le petit client, comme tu dis, Cédric. On voit qu'aujourd'hui, là, de plus en plus de TPE, voire de PME, utilisent les services de néobanques pro. Comment, à votre avis, elles doivent s'adapter aujourd'hui? Est-ce que leur service peut convenir à tout le monde? Est-ce qu'il y a une différenciation à faire? Comment elles peuvent s'adapter à ces nouveaux types de clients? Alors je commence, je vais pas te piquer le micro pendant tout le truc. Moi je pense qu'il y a une première chose. Alors déjà, l'effet Covid est intéressant parce que si je reviens tout de même sur une partie crédit, il y a quand même un effet PGE qui est aussi assez compliqué et qui a nécessité des ajustements, on va dire. Je le dis, effectivement, nous je pense qu'on est une taille où effectivement on commence à avoir un pool bancaire etc. Mais néanmoins, l'accès au PGE ou l'accès a aussi pu finalement créer un certain nombre de tensions sur le marché. Je pense qu'effectivement, comme le dit Thomas, il y a quand même une chose, c'est que quand quelque chose fonctionne bien, on a tendance à plus trop y toucher, surtout en banque. Et on voit que, si je prends un exemple technique très précis, une grande partie des néobanques qui quand même targetent un segment qui va être un peu plus grosse PME, en tout cas grosse PME, vont commencer à parler de choses qui étaient un peu des gros mots dans les néobanques, qui vont être les BixTS, etc. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas tous les protocoles qui vont permettre quand même de gérer ça dans son ERP, de récupérer ses positions, de passer des ordres, etc. Et donc je pense que pour le coup, c'est exactement ce genre de service, pour ceux en tout cas qui veulent monter sur le mid-market, en tout cas sur des PME ou des ETI, vont devoir effectivement commencer à intégrer des fonctionnalités qui paraissent un petit peu old school par rapport à des SP2, etc. ou autres, mais néanmoins c'est quand même une solution technique qui marche dans l'espace actuel. Voilà. Non, alors c'est amusant que tu parles des BIX parce que nous on souffre un peu sur le sujet. Donc, voilà, c'est ça. Effectivement, pour le coup, d'ailleurs, si quelqu'un a une offre plus simple, qui veut remapper ce truc infernal pour que ça soit à peu près utilisable correctement par une jeune boîte comme nous, ça m'intéresse, faut venir me voir. Non mais, fin de la parenthèse. Mais... Tu as encore des systèmes en ETBAC 5, donc on a ça a 30 ans. Ça fait je sais pas combien en fait, maintenant on est prêt, mais pendant très longtemps, les développeurs m'ont dit ça sera prêt dans 15 jours. Mais ça a duré beaucoup plus que ça, croyez-moi. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Mais sur d'autres sujets, sur les API RS, etc., ils ne le disaient pas. Et là, pour le coup, j'ai découvert de nouveau effectivement des choses compliquées, les lettres à échanger. Enfin, c'était très drôle. Non, en fait, sur quoi je voulais rebondir, c'est cette idée aussi
bundle de produits structurés, en fait. C'est-à-dire que là, je sais qu'en l'occurrence, il y a maintenant de plus en plus de néobanques aussi qui proposent du cashback. Hein, donc l'idée, c'est d'arriver avec quelque chose qui regroupe tout facilement en ligne. Sans passer, alors on peut toujours aller voir un conseiller, hein, mais c'est... Enfin, moi, j'avais pas envie, quoi. Et donc, j'avais vraiment envie que tout soit en ligne, simple à utiliser. J'ai pris la mutuelle Alan, parce que c'est la seule qui ne m'a pas envoyé un PDF de 30 pages. C'est aussi simple que ça, hein. On n'a pas le temps de les lire, ces PDF. Donc, bon, c'est pour donner des exemples. Et l'idée, c'est d'avoir justement des choses simples qui arrivent, toutes prêtes à être utilisées. Donc, voilà, il faut réfléchir à des produits structurés, notes de frais, effectivement. Pourquoi pas mise à disposition aussi de packages qui comprennent Monfido pour son site personnel à soi. Enfin, voilà, on est à la frontière entre la banque et quelque chose de plus large, de plus vaste, qui regroupe des services, de l'assurance, etc. Mais entièrement digital, sans passer par la présence physique. Moi, je pense que c'est ça qui va permettre de faire des... Et tu as, enfin, dans ce que tu dis, si tu veux, il y a aussi autre chose. Tout à l'heure, je parlais d'autonomie. L'autonomie, elle peut être, elle nécessite d'avoir des compétences éventuellement bancaires, enfin un minimum de compétences économiques. Mais l'autonomie, ça suppose aussi que l'offre digitale de la néobanque te permettre d'être en autonomie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir le conseiller qui va régler ton problème. C'est ce que Romain va proposer avec Onfido. Quand on fait du KYC, enfin de l'onboarding, de l'entrée en relation, il faut que le système qui est derrière soit compréhensible immédiatement par n'importe qui, hein, y compris quelqu'un qui n'a pas nécessairement un niveau d'utilisation digitale qui est très important. Alors en France, on a de la chance, l'administration fiscale a éduqué à peu près l'intégralité des Français à utiliser des systèmes d'interaction en ligne, donc on est plutôt heureux. Mais bon voilà, il faut le faire simple. Et puis derrière, s'il n'y a pas de conseiller, il faut que tout soit parfaitement expliqué en ligne. Et donc on a une certaine exigence là-dessus. Je vais rebondir aussi sur l'affaire du PGE, parce que cette affaire du PGE, je pense que tu n'as pas tout à fait terminé ce que tu voulais dire sur le PGE, mais tu pourras le terminer. Bon, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi des limites dans ce qu'on appelle les néobanques, que la CPR ne souhaite pas qu'on appelle néobanques, donc je ne sais pas comment on les appelle. On pourra lancer un concours, si vous voulez, en fin de journée, sur comment appeler les néobanques qui ne sont pas des néobanques. Mais néanmoins, ce n'est pas des établissements de crédit. Donc, vous n'aurez jamais naturellement, un client de néobanque n'aura jamais naturellement un PGE au travers de sa néobanque. Alors là, je vais parler un tout petit peu pour ma paroisse. La raison pour laquelle aussi on fait très attention à ce que Shine soit associé à Société Générale un peu sans couture, c'est qu'un client Shine dont les besoins bancaires évolueraient, notamment au travers d'un PGE, d'un besoin de PGE, et qui ne trouverait pas au sein de Shine du coup ce produit-là, doit pouvoir, je ne vais pas parler passer chez Société Générale, mais tout du moins ajouter un compte Société Générale absolument sans couture, c'est-à-dire continuer à gérer ce qu'il souhaite chez Shine et puis avoir au sein de Société Générale l'offre complémentaire qui lui permet en fait d'aboutir. En quelque sorte, si vous voulez, si vous créez votre entreprise aujourd'hui ou si votre PME est en train de se développer et que vous prenez un compte Shine, vous devez pouvoir rester sans problème chez Shine jusqu'à votre introduction en bourse au Nasdaq qui sera accompagnée par la banque d'affaires de Société Générale. Nous, c'est un peu notre vision et je pense qu'on est un des seuls groupes bancaires un peu traditionnels à avoir cette proposition en Europe aujourd'hui et on est convaincu que c'est quelque chose qui peut servir. On a besoin de cette complémentarité entre les deux. Aller chercher des partenaires à l'extérieur aussi, faire de l'open banking, hein, ça on en est tout à fait convaincu. Il y a un dirigeant bancaire qui n'était pas tout à fait convaincu la semaine dernière que les fintech n'étaient pas l'avenir de la banque. Ce n'est pas tout à fait notre position. Mais il faut aussi qu'on s'appuie sur les actifs de la banque traditionnelle. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Cédric, et puis également sur ce que disait Thomas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la simplicité... alors, les néobanques qui se sont lancées avaient plutôt une typologie de clients, on va dire, un peu comme Boursorama à ses débuts. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire plutôt un souhait d'avoir une approche plutôt simpliste, mais sans pour autant faire abstraction de la confiance, de la simplicité. Et cette simplicité ne doit pas être dénuée de sécurité. Aujourd'hui, ce que je vois par rapport aux discussions avec certains de nos clients, mais également prospects, c'est que la typologie des clients a un peu évolué. Et les demandes également des documents, alors nous on fait de l'entrée en relation à distance, donc notre cœur de métier c'est de vérifier des documents d'identité. Aujourd'hui on nous demande également de vérifier, on va dire quelque part l'identité de l'entreprise, à savoir des documents type CABIS, ce genre de choses. C'est vrai que comme disait Thomas, quand on veut ouvrir, nous on a fait le choix aussi d'Alan pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas un PDF de 30 pages, que ça allait extrêmement vite, et puis au final quand on devait avoir des remboursements, on les recevait, j'allais dire,
pas quasi instantanément, parce que c'est pas vrai, mais dans la semaine c'est traité et c'est extrêmement simple. Donc ça participe à une création de richesse quant à l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, dans les documents que pour lesquels on nous sollicite, on réfléchit également à faire évoluer pour pouvoir répondre à cette nouvelle typologie de clients qui a d'autres besoins. Et là, je parle plutôt des chefs d'entreprise, quand aujourd'hui ils s'intéressent de faire une vérification de certains documents parce qu'ils ont un de leurs clients qui le demande. Il faut pouvoir aussi proposer ce genre de choses. Donc je pense qu'on est en train d'arriver également à une évolution de la typologie des clients, une évolution des produits qui sont demandés. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des néobanques plutôt professionnelles qui même font la gestion d'échecs, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début. Voilà, donc je crois que nativement, on est en train d'évoluer, alors non pas sur un rapprochement banque standard et néobanque, parce que je n'ai pas suffisamment cette expertise pour pouvoir le dire, mais en tout cas, je vois bien une évolution assez notable. Je disais, vous avez parlé, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde d'ailleurs de ces mots un peu compliqués, de protocole ABX, de PGE et ce genre de choses. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement pour gérer, enfin en tout cas le compte d'une entreprise ou d'un professionnel est quand même beaucoup plus complexe à gérer, même l'entrée en relation est plus complexe à gérer qu'un particulier. Jusqu'où on va ? Quand on est une néobanque pro, jusqu'où on va ? Quels besoins on adresse ? Et quels besoins on n'adressera pas parce que c'est trop compliqué, ça coûte trop, ou alors c'est peut-être pas l'attente client. Ouais, moi j'ai un sujet qui est un peu à la croisée des chemins et qui rejoint celui que tu lèves là, c'est tu as un écosystème de possibilités en fait. Et ce que tu peux faire simplement pour aider les gens dépend en fait pas toujours de la néobanque. Alors moi j'ai un exemple de ça, c'est qu'une liasse fiscale en France, c'est un enfer absolu à scanner, à lire. Et d'ailleurs il y a quelqu'un dans la salle qui le fait. Et c'est très bien parce que c'est pas facile. Hein. Et par contre, quand on va en Espagne, en fait, c'est directement généré par le site des impôts. Et donc, c'est extrêmement normé. Donc, faire un onboarding d'une société en Espagne, c'est plus facile qu'en France. Et donc, peut-être que pour le coup, là, une néobanque pourrait plus facilement le faire en Espagne qu'en France. Donc, quelque part, on est un peu contraint aussi par l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est un point que moi, je trouvais important à signaler. Il faut vraiment regarder ce qui existe, essayer de trouver des offres, des périmètres qui permettent de se différencier pour acquérir des clients qui ont des besoins tout en restant une néobanque. Peut-être, effectivement, donc pour rebondir là-dessus et parler de la limite, en fait, ce qui est, enfin, je n'ai pas évidemment préscience, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'écosystème FinTech, généralement les FinTech sont très spécialisés dans une chose particulière, où elles sont très bonnes, et où finalement, il y a énormément d'enablers. C'est-à-dire des gens qui vont faire quelque chose en briques technologiques et qui vont l'offrir en cas de 3 personnes en tout cas sur 4. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que on est quand même capable de construire des services pour lesquels potentiellement d'ailleurs on n'a pas les agréments, puisque c'est le cas du prêt chez Conto qui a fait le choix de le faire avec October, etc. Donc on voit qu'il y a une sorte de composition des services qui arrive à finalement monter sur le périmètre bancaire global pour se rapprocher finalement assez rapidement du banque. Moi je pense qu'effectivement il n'y a pas vraiment de limite sur la composition. Je trouve que ce que Cédric dit est particulièrement intéressant sur la stratégie de Société Générale d'avoir un continuum. Enfin, peut-être je le dis avec des mots qui ne sont pas les bons, mais en tout cas une espèce de continuum de service qui permet finalement d'accompagner les gens au fur et à mesure de leur croissance dans un truc. C'est d'ailleurs, enfin moi je fais un petit aparté très drôle, mais c'est ce qu'on m'avait pitché dans la toute première boîte très longtemps, quand on ouvrait des filiales à l'étranger, de prendre une banque internationale qui nous aurait accompagnés à l'étranger. Au final, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on a dû refaire tous les KYC dans chaque pays, mais bon, je passe les détails. Une grande banque qui aimait beaucoup les aéroports. Et donc c'est vrai que... On voit de moins en moins chez nous. Et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de limite et la composabilité finalement des briques FinTech qui n'était pas le cas, parce que moi j'ai fait du bancaire il y a très longtemps et tous les métiers étaient internalisés et donc effectivement il y avait de l'arbitrage, du machin, du truc, etc. et des banques d'affaires et autres et on avait pas un monolithe mais en tout cas quelque chose qui n'était pas revendu aussi tellement en briques. Donc je pense qu'il y a une différence fondamentale maintenant de la brique et donc du marché composable sur ce type de progression de service vers une banque full service en fait.
Non, mais ta question s'applique aux néobanques. Jusqu'où peut aller une néobanque, jusqu'où ira une néobanque, elle peut aussi s'appliquer aux banques tout court. Je pense qu'on pourrait passer l'après-midi sur cette stratégie pour y répondre assez rapidement. À mon sens, n'importe quel acteur, néobanque ou banque, doit faire ce qui est dans son core business. Ce core business, il peut évoluer en réduction ou en augmentation, mais il y a une question à la fois de compétences, c'est-à-dire est-ce qu'on a les compétences clés pour le faire, et il y a une question de légitimité à le faire. On n'ira jamais faire de la comptabilité. Qu'on s'appelle Shine ou qu'on s'appelle Société Générale, notre métier, c'est pas de faire de la compta. En revanche, notre métier, qui n'était peut-être pas notre métier il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est de fournir à nos clients les moyens de se connecter avec des systèmes qui vont leur permettre de faire leur comptabilité. Et ces systèmes, ça peut être des fintechs, ça peut être des ERP, ça peut être plein de choses. Et donc, il y a à la fois l'augmentation au sein de Shine, au sein des néobanques pro, il y a à la fois l'augmentation d'un certain nombre de services qu'on va proposer, parce que les clients de Shine veulent être autonomes, donc il faut qu'on les aide à faire des devis, à faire des factures, à faire un grand livre, etc. Mais on n'a pas vocation à faire la comptabilité, donc on va développer en fait un certain nombre de petits services, et puis sur les choses très spécialisées, on va aller chercher des partenaires, fintech ou non fintech, qui vont le faire. Mais honnêtement, sur Société Générale, on va faire la même chose, mais de manière différente pour des clients qui sont différents, pas avec les mêmes ERP, pas avec les mêmes fintech. La question, c'est où on s'arrête. Si vous regardez le marché belge, vous avez une banque qui, il y a quelques jours, a proposé à ses clients de regarder des matchs de foot sur son application. Bon, moi je ne sais pas si en Belgique c'est bien ou pas, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en France, pour regarder des matchs de foot, j'ai au moins 3 ou 4 applications qui me le permettent de le faire très bien. Je ne suis pas certain qu'en tant que banque, j'ai besoin d'aller proposer à mes clients de regarder des matchs de foot. Et je ne suis pas certain que ça intéresse mes clients. Je vais en aller plus loin, nous il y a un syndrome qu'on appelle chez nous le syndrome, alors je vais être méchant avec une personne, mais c'est en toute amitié parce que je les aime beaucoup et j'ai beaucoup de collègues là-bas, c'est le syndrome du bureau de poste. Vous allez acheter un timbre dans un bureau de poste, vous ne savez plus quel est le métier du bureau de poste. Vous trouvez des cartes de vœux, des livres pour enfants, des téléphones, des box internet, des cadeaux et compagnie. Quelle est la légitimité à vendre? Bon, la Poste, en l'occurrence, elle l'a plutôt, et puis ils se sont pas mal débrouillés pour recadrer les choses. Bien rattrapé. Non, mais c'est vrai, c'était ce qui était vrai il y a 10 ans, l'est plus aujourd'hui. Mais il faut qu'on se pose une question de légitimité. Est-ce qu'on est, et je n'ai pas la réponse n'est pas la même aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne suis pas certain qu'on soit légitime à aller montrer des matchs de foot, donc je ne suis pas certain qu'on développe des produits qui sont un peu trop éloignés. Certaines banques ont fait du téléphone. Pour avoir passé 10 ans dans la téléphonie et 10 ans dans la banque, j'ai un avis sur le sujet. Il n'y a pas de logique à faire de la téléphonie et de la banque. Il y a un cas que je rencontre, en fait. On a un client qui est alors là, c'est très loin, c'est au Congo, en RDC. Et la banque, sur son app, propose, ils ont un écosystème, ils ont développé un écosystème avec des sociétés, dont Canal+. Et on peut acheter le match sur l'appli de la banque à crédit. C'est très différent, on est très loin. Ils sont au Togo, il y a une logique. Déjà, le réseau cuivre et fibre est beaucoup moins développé dans ces pays d'Afrique. Il y a des sujets de paiement et de piratage, et en l'occurrence, en additionnant les deux, ils résolvent à la fois le problème du canal de diffusion et le problème de la sécurisation du paiement et de la propriété. Donc là, on est dans une logique. Voilà. Mais c'est pour ça que ce qui est vrai en Belgique n'est pas en France, ce qui est vrai au Togo n'est pas en France, ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. C'est le problème. Exactement. On dit souvent le sujet de l'écosystème aussi, l'écosystème différent dans chaque pays. On dit souvent que les résultats passés ne préjugent pas des résultats à venir en finance, mais en stratégie, c'est exactement la même chose. Non, tout à fait. Je voulais pas du tout contredire ce que tu disais. C'est juste que cet exemple-là m'a fait réagir parce que j'avais le cas, donc je trouvais ça rigolo. Après, tu regardes pas le match sur le téléphone, je suis d'accord. Enfin, pas dans l'appli de la banque. Là, c'est complètement différent et ça n'a pas de sens. Ce qui était amusant, c'est cette idée de dire, je propose ce service dans un écosystème global. Ils sont beaucoup inspirés aussi de ce que, je crois que c'est en Chine qu'il y a les Taobao, les villages Taobao, où la banque propose, y compris même la place de marché, pour que le gars au fin fond de la cambrousse soit capable de vendre des choses en ligne, financées par la banque. Ça en Inde aussi. Ouais. Donc là, mais on est dans d'autres pays, donc c'est complètement différent. Mais c'est pour dire que suivant les pays, les écosystèmes, ça peut faire sens ou pas. Et il faut regarder, il faut être curieux, et pas hésiter, à mon avis, à inventer des choses très surprenantes, parce que ça peut marcher en fait. Je pense que c'est plus une question du maillage du territoire, là, pour le coup. Peut-être. Enfin, moi, j'ai un client aussi en Afrique. Ils vendent de l'énergie, ils font du financement de l'automobile, ils font plein de choses. Après, on peut se poser légitimement la question de savoir quel est leur cœur de métier historique
Moi-même, je ne le sais pas. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, parce que moi, j'ai moi-même acheté un téléphone à mon fils à la poste. Bon, je vais être franc avec vous, je l'ai acheté en mode, il n'était pas très cher, ça correspondait à un besoin et c'était surtout proche de chez moi. Voilà, donc une question du maillage. Après, est-ce qu'on doit aller là-dessus et avoir une visualisation du match de foot ou regarder Netflix via son application Boursorama? Je crois pas. Enfin, à titre perso. Maintenant, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas, ils cherchent une complémentarité en allant, je ne vais pas dire à coquiner parce que c'est un terme un peu vulgaire, mais en cherchant le spécialiste qui potentiellement peut rajouter de la valeur à l'offre initiale. Mais je parle en tant que consommateur, là pour le coup, pas en tant que confido. Est-ce que c'est naturellement l'évolution de ces institutions? Je ne sais pas. Quelle sera la limite? Moi-même, j'en sais rien. Est-ce qu'ils vendront des timbres demain en faisant une ouverture de compte? Je crois pas, mais... Alors tu me donnes une très bonne opportunité pour rebondir sur, J'en suis ravi. sur ce qui va se passer ensuite. Je disais effectivement où est la limite, parce qu'aujourd'hui il y a même il y a une très grosse néobanque pro qui propose, enfin en tout cas la plus grosse, qui propose une marketplace avec toutes les briques techno, les meilleures briques techno qui existent aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner dans 2-5 ans? Je sais que c'est très compliqué de se projeter, surtout en ce moment, mais c'est quoi le bon choix stratégique pour une néobanque, pour les professionnels et entreprises? Sur quelle cible il faut se positionner? Quelle offre produit, quel marketing il faut mettre en place pour atteindre son objectif? Et d'ailleurs, quel objectif? Oui, alors je pense qu'effectivement c'est une très bonne question parce que le product marketing et le marketing sont à mon sens vraiment hyper importants dans cet espace où d'un point de vue technologique on peut avoir quasiment exactement le même produit et le différencier uniquement sur le marketing. On le voit sur tous ceux qui vont faire effectivement par exemple la carte où il y a très très peu finalement de différence sur le système du wallet et des cartes, qu'elles soient corporate, etc. ou autre, et où tout va être dans l'usage. Est-ce que c'est un usage qui va être un usage de carte? Est-ce que ça va être un usage où il va y avoir un crédit qui va être spécifique, etc., un 30 jours, un 45 jours, tout ça. Mais la façon de l'apporter au marché est primordiale par rapport à la technologie du truc. Et pour répondre de façon plus générale, je pense que on va quand même vers une certaine spécialisation d'une grande partie des néobanques qui vont essayer de cibler de façon très précise et avec des arguments métiers, ou quasi métiers, un certain nombre de professions, de styles de TPE, de PME, PMI, etc., pour avoir un message marketing qui est très aligné par rapport aux attentes du truc, même si le produit finalement est extrêmement identique. Alors moi, écoute, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes, sauf sur le dernier point, où je ne crois pas à la spécialisation, à l'ultra-spécialisation des néobanques. Parce que ce n'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça peut changer. Et parce que de toute façon, le cœur d'une banque ou d'une néobanque reste assez similaire. Donc moi, je crois fondamentalement à des néobanques assez puissantes. Sur les néobanques pro, il y aura probablement 2, peut-être 3 acteurs qui seront puissants. Sur les banques digitales des particuliers, on voit qu'il y a en gros 2 à 3 acteurs. Ça peut peut-être se concentrer un peu dans les mois à venir. Mais je le répète, on a l'expérience de Boursorama. Boursorama, tu as des clients qui ont 3 000 euros d'avoir, tu as des clients qui ont plus de 100 000 euros d'avoir. Et on aura la même chose. En revanche, je suis convaincu d'un enrichissement de ces néobanques en s'inscrivant dans un écosystème plus large. Je parlais tout à l'heure de connecteurs ou de choses comme ça. Il y aura des marketplaces, ce que fait Conto. Alors tu parlais de milliards, Marine, tu es quand même un petit peu ambitieuse. Quelques non, j'avais cru entendre milliards de technologies, pardon, excuse-moi. Non, quelques technologies. Mais on est fondamentalement convaincu qu'il y aura des marketplaces de ce type-là, marketplaces qui sont juste, entre guillemets, un annuaire et des connecteurs techniques qui vont faciliter la connexion entre le cœur bancaire, le cœur néo-bancaire et des choses ultra spécialisées, comme tu le disais. Dernier point, pendant assez longtemps, on a vu des banques qui passaient un accord de partenariat avec une solution. À mon sens, ça, c'est choisir la place du client, et ça ne marche pas.
il faut que les banques proposent des solutions qui sont concurrentes les unes des autres, pas pour les mettre en concurrence, mais juste parce que les clients qu'ils ont, et ça, du fait qu'ils ne soient pas spécialisés, justement, les clients qu'ils ont des besoins qui sont de nature différente. Et donc, c'est au client de choisir, il faut laisser le client choisir, et il faut permettre à n'importe lequel des clients, en fonction des besoins qu'il a, de se connecter correctement. Donc, il y aura plusieurs solutions de comptabilité, il y aura plusieurs solutions de gestion des notes de frais, il y aura plusieurs solutions de ce type-là dans des marketplaces. Si. Pour aller un peu plus loin par rapport à ta question, je crois qu'aussi les néobanques ont d'abord eu une approche de consolider, on va dire, leur territoire géographique sur lequel elles se sont lancées, et qu'aujourd'hui elles commencent aussi à réfléchir plutôt à une internationalisation, donc aller chercher aussi d'autres clients. Je le vois avec certains de nos clients qui aujourd'hui sont dans une phase d'expansion. Quand je vois Boursorama qui a aujourd'hui l'ambition d'aller chercher aussi d'autres clients plutôt à l'international, je pense que c'est aussi un cycle plutôt naturel et une volonté naturelle d'avoir une évolution pour aller consolider son marché historique, mais également aller en chercher de nouveaux. Voilà, comme Canto l'a fait, va certainement continuer à le faire dans les mois à venir. Voilà, je pense que c'est vraiment une évolution plutôt naturelle de ce qui est en train de se faire, qui est de faire de la captation de nouveaux clients, y compris des clients à l'étranger et sur des territoires sur lesquels ils ne sont pas. Alors la digitalisation, qui est un peu le propre même de ces acteurs-là, a plutôt tendance à faciliter aussi l'accès à de nouveaux marchés. Après, bon, il y a les aspects réglementaires propres à chaque pays qui peuvent avoir une incidence ou pas, mais je pense qu'on va aussi avoir dans les années à venir l'émergence peut-être aussi d'acteurs locaux qui auront cette volonté de venir aussi nous titiller sur nos propres plates-bandes et notre propre territoire. Ouais, des choses qui m'ont frappé, c'est on parle beaucoup du buy now, pay later, bien entendu, en ce moment. Et moi, ce que j'avais vu en Espagne, je crois que c'est Caixa, c'est si vous avez votre carte de crédit, donc vous regardez votre relevé en paiement différé, ou carte de crédit presque plus américaine que française d'ailleurs, et là vous avez la facture, je sais pas moi, le Roi Merlin ou la télévision, il va vous proposer de payer maintenant en 4 fois. Ça, je ne l'ai pas vu en France encore. Donc c'est un exemple, je trouve, je ne sais pas si c'est faisable en fait, hein, pour le coup, là on rentre dans les limites de ce que je sais de ce qu'on a le droit de faire en France autour du crédit. Parce que je trouvais, voilà, il y a des inventions qu'on trouve partout comme ça, un peu spéciales, et qui peuvent vraiment, à mon avis, attirer l'œil et donner envie aux gens de sociétés ou particuliers de choisir cette néobanque plutôt qu'une autre, ou en tout cas d'y rester. Je suis plus calé que moi sur le crédit d'ailleurs, donc si tu veux rebondir. J'étais en train de réfléchir, savoir si c'était possible ou pas, donc écoute, je sais pas. On va étudier ça. C'est une idée à prendre. Ouais, étudier tout du moins. Je rebondis sur ce que tu disais, Romain. Effectivement, l'expansion à l'international, c'est souvent naturel, on va dire, quand on se développe. Alors après, tu vois très très bien, d'ailleurs, je pense, quelle est la complexité pour une néobanque pro par rapport à une néobanque pour les particuliers de s'étendre. Et effectivement, les réglementations ne sont pas les mêmes. Donc les challenges, là, seront quand même beaucoup plus importants. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête sur le futur des néobanques? Il ne fait que commencer. Hein. Je pense on en a vu, tu citais tout à l'heure à peu près 400 000 clients pro sur les néobanques. C'est probablement une version un peu basse par rapport à ce qu'on voit sur les chiffres des principales. Et puis, je le répète, on est sur un marché qui est en assez forte expansion. Hein. La quantité de personnes qui créent leur activité, qui se développent, il y a un changement complet de l'approche du travail. Tu vois, en début de semaine, j'avais une présentation sur les attentes professionnelles des générations en dessous de 35 ans. Ils ne rêvent pas tous d'avoir un CDI. Donc, s'ils ne rêvent pas tous d'avoir un CDI, c'est qu'ils vont travailler différemment. S'ils vont travailler différemment, c'est que leurs besoins bancaires vont être différents. Mais derrière, nous, ça nous emmène sur plein de choses. Ça nous emmène sur comment on fait un crédit immobilier à quelqu'un qui n'est pas salarié. Et donc, la connaissance qu'on va acquérir au travers d'une néobanque pro va aussi nous enrichir par rapport à la manière dont on va traiter au sein de la banque de réseau des clients particuliers qui, en tant qu'activité professionnelle, sont dans une néobanque pro. Donc, on est en train de complètement changer les paradigmes et les approches vont être totalement différentes. Je pense qu'on est en train d'écrire une nouvelle page de l'ère bancaire, mais au-delà de la simple
c'est pas un épiphénomène, la néobanque. C'est pas quelques illuminés qui ont décidé d'aller, je sais pas, faire de la ferme aquaponique à la place d'être comptable. C'est pas le sujet, c'est pas ça. C'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. Et c'est un indicateur avancé de la société qui est en train de changer. Messieurs, le mot de la fin. Vous pouvez avoir 2 mots de la fin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup personnellement, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc je pense qu'il faut vraiment tenter des trucs. Il y a des choses qui, à mon avis, sont encore impossibles aujourd'hui, mais ça peut évoluer. Et donc, le premier qui sera positionné sur quelque chose, peut-être, pourra déclencher un mouvement. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut regarder vraiment beaucoup à l'extérieur. Et certaines choses qui sont impossibles aujourd'hui, à mon avis, le sont en fait si on creuse un peu. Et effectivement, alors moi je vais le dire de façon assez extérieure, mais je pense que effectivement on est qu'au début. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur est vraiment perfusé de capital. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, puisque je pense que ce qui va quand même arriver à un moment ou à un autre, c'est la capacité à monétiser des clients. La capacité à être rentable, ce qui semble être un gros mot. Pas trop pour les banques pro. moins pour les néobanques grand public. Moins, mais néanmoins avec des taux par exemple de churn, etc., qui sont très différents d'une banque brick and mortar, je pense, à mon sens, en tout cas si on voit celles qui vont aux US et qui achètent pas mal de croissance, je pense qu'il y a potentiellement à mon avis, un truc très intéressant, en tout cas dans le futur, de voir qu'est-ce qu'il advient avec des calculs qui feront plaisir à tout le monde de coûts d'acquisition client et de LTV qui, à mon avis, vont être drastiques pour certains. Alors, moi, juste pour conclure, j'aime beaucoup ce que disait Cédric quand il dit qu'on est qu'au début de l'aventure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un peu les grosses, finalement, donc très peu d'ancienneté sur le marché. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ont aussi bousculé un peu l'écosystème pour avoir une émulation pour aller de l'avant, y compris chez les banques traditionnelles. Moi, je le vois en tant que, on va dire, externe. Donc, je trouve qu'on est quand même dans une démarche d'innovation technologique et également d'offres qui me paraît intéressante. Je pense que la concurrence et l'émulation est toujours un peu positive. Je le vis moi-même au quotidien, hein. J'ai des acteurs qui sont peut-être dans la salle aussi où on se concurrence un petit peu, mais c'est pas mal. Ça nous permet tous un peu d'aller de l'avant et de proposer finalement une expérience qui soit la plus aboutie et quand même orientée autour de l'utilisateur final, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là. Adresser un besoin utilisateur. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Toutes mes excuses à La Poste et au Poney qui n'avaient rien demandé. Mais c'est tes clients. Mais moi j'ai des copains là-bas. J'avais des copains jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir assisté à cet échange et puis n'hésitez pas à contacter les intervenants si vous avez des questions. Merci.